Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Fournel, Madame Denise Boireau, Monsieur Guezlo. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour à tous. Je voudrais rapidement revenir sur le problème de la nouvelle route du littoral, puisque Madame Nabeneza vient d'en parler dans son long discours. Simplement pour dire quelques phrases. D'abord, rappeler que Madame Nabeneza, comme Monsieur Thierry Robert, même si ça ne lui fait pas plaisir que je fasse allusion à Monsieur Thierry Robert, a toujours dit qu'elle était d'accord pour la création d'une route du littoral. Aujourd'hui, me semble-t-il, elle a changé d'avis, puisqu'elle parle de cette route du littoral en disant que cette route était une route qui nous coûtait très cher et qu'elle n'en voulait pas. Sauf que M. Robert et vous-même disiez que vous étiez parfaitement d'accord pour la créer, mais pas d'accord pour la carrière de Bois Blanc. C'était la seule objection que vous faisiez sur la route. Aujourd'hui, vous avez, semble-t-il, changé d'avis. Vous êtes également revenu longuement sur l'article du Journal de Lille du 16 décembre dernier concernant l'étude faite par l'INSEE, l'IDEOM et l'AFD, pour dire, par exemple, que la route du littoral n'avait généré à aujourd'hui que 250 créations d'emplois, ce qui est dit d'ailleurs en caractère gras dans l'article en question. Je m'interroge quand même pour savoir comment on peut dire qu'on n'a créé que 250 emplois quand le même organisme parle d'environ 3000 emplois sur ce chantier. 1000 directement sur le chantier et 2000 emplois induits. Par ailleurs, quand la même association de l'INSEE, IEDOM et AFD déclarent qu'ils sont incapables de chiffrer justement le nombre d'emplois sur le chantier. Je vois là une certaine incohérence et incompatibilité entre le chiffre de 250 créations d'emplois et les 3000 annoncés d'ailleurs par les mêmes personnes. Quand je lis par ailleurs que sur ce chantier, effectivement, il y a eu 121 millions d'euros par an en moyenne de salaire. Actuellement, le chantier mobilise donc 3600 travailleurs. On voit bien que là, il y a des explications à donner. Et je ne voudrais pas, Madame Nabeneza, que vous restiez seulement sur les dires de 250 créations d'emplois. Enfin, il faudrait être parfaitement ou aveugle ou de mauvaise foi. Il suffit de se rendre sur le chantier, il suffit de voir le nombre de véhicules qui circulent sur la route, il suffit d'aller aux usines de préfabrication, on peut vous y inviter si vous le voulez, pour voir qu'on est très largement au-delà des 250 créations d'emplois. Alors ne restez pas sur ce chiffre, s'il vous plaît, qui prête à caution et qui pourrait justement vous faire dire que là, vous êtes parfaitement de mauvaise foi. D'ailleurs, dans cet article, on lit en aparté le chantier en quelques chiffres. Là aussi, donc je pense que l'étude du CEROM, alors le CEROM, je pense que c'est l'association de ces trois établissements publics, INSEE, IEDOM et AFD, est un tissu d'erreurs. On parle là-dedans de 380 000 m3 de béton, alors que c'est 2 fois plus. On parle là-dedans de 5 millions d'enrochements, alors que vous savez que c'est 3 fois plus. On parle de 20 000 tonnes d'acier, ça n'est pas du tout le compte. On parle de 20 000 acropodes, alors qu'il s'agit de 43 000 acropodes. Donc j'imagine que si toute leur étude a été faite dans le même esprit, j'imagine qu'il s'agit bien là d'une étude qui n'a aucune, à laquelle on ne peut absolument pas faire confiance. Alors vous voyez, Madame Nabeneza, je vous demanderai à l'avenir, parce que je sais très bien que vous allez revenir. Vous avez encore maintenant un peu plus de 4 ans pour revenir sur ce chantier de la route du littoral. Avant de faire des déclarations, de vérifier vos dires. Et je vous dirai simplement que je suis à votre disposition pour vous donner les renseignements, mais les bons, pas n'importe lesquels, pas ceux qui vous permettent d'annoncer à cette Assemblée des choses complètement farfelues.
Je vous remercie, Madame de Beneza. Merci Dominique Fournel. Notre intervention, Madame Moirot, ministre Moirot, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais faire une intervention sur l'aide aux communes et remercier le Président dans sa première mandature d'avoir déversé plus de 300 millions d'euros sur nos communes. Et je dirais pour l'année 2017, il est inscrit 50 millions d'euros. La région propose, les 24 communes disposent. Si les communes n'actionnent pas le levier pour utiliser cet argent, on ne peut pas pointer du doigt qu'en 2016, la région Réunion n'a pas donné une enveloppe aux communes. Je remercie le président Robert de l'action qu'il a menée depuis déjà maintenant 6 ans pour l'aide qu'il a contribué et apporté à nos communes. En tout cas, la ville de Saint-Pierre, où je suis maire adjointe, félicite la région Réunion parce que nos petits Saint-Pierrois sont logés aujourd'hui dans des écoles qui sont dignes des écoles du futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, ministre Moirot. Monsieur Guezot, qui avait demandé la parole. Et Monsieur le Président, merci. Moi, j'apporterai quelques précisions à ma collègue Karina Beneza, parce qu'elle a fait allusion tout à l'heure aux 2 millions d'euros, entre guillemets, déversés sur la SPL Énergie Réunion. Madame Beneza, ce n'est pas 2 millions. C'est 2 millions, effectivement, en compte de prestation intégrée, mais le chiffre d'affaires de la SPL Énergie Réunion pour 2016, c'est 3 857 000 euros. C'est 2000 foyers accompagnés, notamment sur la partie SLIM. On est la seule région d'outre-mer à le faire. C'est en moyenne 56 euros d'économie par foyer. C'est 250 particuliers sans condition de ressources qui ont pu bénéficier effectivement du chèque photovoltaïque avec un pourcentage de 60% pour celles et ceux qui ont fait le choix de l'autoconsommation. Donc 900 000 euros de subventions pour ces familles-là et 300 000 euros pour les autres qui ont fait le choix de revendre à EDF. C'est plus d'1 200 000 euros injectés dans la seule filière, notamment sur le photovoltaïque. Et sur le côté éco-solidaire, c'est 1 500 000 dans la filière, sur la filière solaire. On le fait de manière volontaire. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, notre société publique et les 42 agents que j'accompagne font un travail notamment remarquable. Et la commune de Saint-Lô en bénéficie, puisque très récemment, j'ai signé une convention avec votre maire pour accompagner quelques 200 foyers de Saint-Leu, et c'est la région qui finance EDF. Donc on le fait sans regarder la couleur politique, on le fait avec les 24 communes de l'île, et on le fait de manière très volontaire. Pour répondre à M. Cadet, sur la partie énergie renouvelable, et M. Cadet, vous avez dans le dossier, dans le rapport d'aujourd'hui, là, on va tout à l'heure discuter et valider la PPE. C'est 50% d'énergie renouvelable en 2020 et 100% d'énergie renouvelable dans notre mix électrique en 2030. Vous assistez à nos commissions, vous participez au débat, et je vois qu'aujourd'hui, vous portez seul le poids de vos collègues qui ont fait le choix de préparer les fêtes de fin d'année d'être absents. C'est bien, vous êtes candidat peut-être aux élections législatives, donc vous avez peut-être la volonté de porter un certain nombre de choses aujourd'hui. Mais en tout cas, en matière d'énergie renouvelable, d'environnement, on fait le travail et bien souvent, vous êtes tout à fait d'accord sur les dossiers qu'on présente. Donc, vous parliez tout à l'heure de la géothermie, vous savez effectivement qu'il y a un PMI sur Salazie, il y a un potentiel de 5 MW dans la PPE. Donc, on active tous les leviers qui nous permettent effectivement d'avancer. Pour revenir à Mme Beneza, on ne travaille pas à la SPL Énergie Réunion que pour la région, puisqu'on a aussi 9 autres actionnaires. On accompagne notamment la mairie de Saint-Pierre sur sa volonté de couvrir en panneaux solaires le marché couvert, le marché de Saint-Pierre, donc quasiment 2200 m². On accompagne la commune de Saint-Pierre sur le PIA de Bois d'Olive. On met en œuvre avec la commune de l'étang Salé tout un travail sur les économies d'énergie sur le bâtiment. Et lorsque l'étang Salé met 10 000 euros, c'est 20 000 euros d'économie sur la facture électrique. On accompagne la Sinor sur des projets conséquents. On accompagne notamment la commune de Saint-Paul sur ses écoles, sur toute la partie, sur la partie climatisation solaire. On accompagne quasiment tous nos actionnaires et tous nous confient des mandats aujourd'hui. Donc effectivement, la critique est facile, mais en tout cas, nos équipes sont sur le terrain en train de travailler. Sur notamment les orientations, donc on va avoir une place considérable, et Jean-Paul va rappeler tout à l'heure, notamment dans toute la partie mise en œuvre des actions sur le JP Bois Rouge. On aura effectivement à travailler avec ces équipes, et notamment, et j'en profite, mon collègue de Sillaos est là, le maire de Sillaos, qui souhaite qu'on remette en service
la petite picocentrale de Mataron, qui pourrait générer l'équivalent de 400 foyers en énergie renouvelable propre. Donc on va aussi associer la CIVES à notre démarche. On va livrer en début d'année donc nos premiers ombrières solaires, notamment sur ici, donc les travaux sont en construction. On va faire la même chose sur CPE de Saint-Pierre. Et on a déjà des commandes pour notamment la commune de l'Entre-deux, c'est en cours, pour effectivement que la commune de l'Entre-deux s'équipe aussi en panneaux, en recharge solaire pour les véhicules. On a des communes qui aujourd'hui nous sollicitent dans ce domaine et notre volonté sur la mandature, c'est de faire en sorte que les 21 actionnaires de la SPL s'équipent effectivement d'ombrières et rechargent le véhicule de manière propre. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Certes, il y a eu des difficultés, mais la critique à chaque fois, c'est votre bon côté puisque vous êtes dans l'opposition. Mais il faut regarder aussi ce qui se fait. Il y a un travail qui est réalisé, certes avec certaines difficultés, puisque les actionnaires entrent et nous accompagnent au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, moi je suis tout à fait heureux, et permettez-moi aussi de vous apporter quelques précisions, puisqu'il y a eu des débats le 23 juin dernier, notamment sur la restructuration de la société publique locale Énergie Réunion, sur l'augmentation de capital. Donc je suis heureux de vous annoncer ce matin que on va compter, et on compte, puisque la procédure a été finalisée le 5 décembre dernier. Donc on passe de 11 actionnaires, de 10 actionnaires à 21 actionnaires, on passe de 5 communes à 14 communes. Et tous les actionnaires qui sont entrés nous ont confié des mandats, parce qu'ils voient l'intérêt effectivement de notre travail et des équipes et de nos équipes sur le terrain. Donc je suis effectivement avec nos équipes dans l'action, et je tenais à remercier bien entendu les équipes techniques des différentes collectivités et les services de la région qui nous accompagnent dans cette volonté d'atteindre l'autonomie électrique en 2020. Pour revenir 2 minutes à M. Cadet, et j'en terminerai, je sais que vous êtes un fervent défenseur de l'environnement, de la biodiversité, et vous avez vu dans le changement de notre statut, en tout cas dans l'amendement qu'on a apporté, effectivement il y a une volonté de faire en sorte que la biodiversité trouve toute sa place, et je ferai en sorte que vous soyez associés de manière pleine et entière à nos débats à côté de Denise Boireau, qui va sûrement nous rejoindre au conseil d'administration de la SPL Énergie Réunion. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Louis-Bertrand Grondin, Monsieur Boireau, Monsieur Picardo. Merci, Monsieur le Président. Donc, juste pour compléter les propos de mon collègue Dominique Fournel et peut-être apporter des éléments un peu plus complets sur les chiffres et l'impact de la nouvelle route du littoral par rapport aux propos de Mme Rabénazin. Et étayer mes propos en m'appuyant sur des éléments d'analyse qui émanent du comité de pilotage, donc État, Région et Pôle emploi, et qui nous donnent aujourd'hui des chiffres qui ne sont pas des chiffres sélectifs, Mme Rabénazin, puisque vous avez oublié, comme le disait mon collègue, de dire qu'aujourd'hui il y a bien 3600 travailleurs sur la nouvelle route du littoral, soit en mode direct ou en mode indirect ou induit. Et notre action sur la nouvelle route du littoral comportait 2 axes et 2 défis. Un premier, la sécurisation de l'emploi et accompagner le secteur du BTP dans sa croissance. Et les chiffres sont là, puisque la nouvelle route du littoral, c'est 1,1 de croissance supplémentaire de points sur les 3,1 points de croissance sur le plan régional à La Réunion. Et sur les éléments chiffrés, sur les nouvelles embauches, je vais être assez précis. Et je pourrais vous donner les éléments si vous vous rapprochez de nous, parce que nous avons les bons chiffres présentés par le comité de pilotage. Sur le viaduc en mer, 419 embauches. Sur le viaduc de la Grande Chaloupe, 68 embauches. Sur la digue et échangeur de la possession, 459 embauches. Sur la bretelle provisoire de la possession, 6 embauches. Sur l'accès de chantier de la Grande Chaloupe, 1 embauche. Sur l'accès du chantier de la possession, 24 embauches, ce qui nous fait au total 972 embauches en direct sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Donc en effet, Monsieur Fournel, nous pouvons mettre en doute cette étude portée par l'INSEE, l'AFD et l'IEDOM, portée par le CEROM, sur le champ réel de l'étude et les éléments de l'étude. Donc je me tiens à votre disposition pour vous donner ces documents qui émanent du comité de pilotage, du dernier comité de pilotage. Ils sont là, ils sont à votre disposition, chantier par chantier. Merci beaucoup, Louis-Bertrand Grondin. Monsieur Boireau-Jacquet qui avait demandé la parole. J'ai ensuite Monsieur Picardo, Madame Nathalie Noël-Cadet, pardon. Monsieur le Président, chers collègues, je vais intervenir sur 2 volets. Tout d'abord,
Même si cela n'a rien à voir avec l'ordre du jour, permettez-moi de féliciter l'élection de Yves Etève à la présidence de la Ligue de football. Ayant participé à mon niveau à ce succès, j'en suis heureux. Alors c'était pour introduire mon propos. Alors oui, je voudrais, avec donc, le nouveau mandat de ces 4 ans de cette Ligue, pour profiter de vous sensibiliser sur un des volets de la coopération régionale. Il s'agit des échanges sportifs, culturels, éducatifs entre la Réunion et notre environnement. La région a dans ses objectifs stratégiques l'ouverture de la Réunion sur la zone de notre environnement géoéconomique. D'ailleurs, les crédits Interreg ont doublé pour financer cette ambition. Alors, renforcer l'insertion de la Réunion dans son environnement régional et la traduction du pilier 7, cap sur le monde, cap sur l'océan Indien. Aujourd'hui, nous avons tous l'ambition de développer les échanges économiques avec la zone. Mais c'est un challenge difficile, tant les situations géopolitiques et économiques sont différentes, avec en plus l'instabilité de certains pays. Entre nos pays, il y a eu un déficit de connaissances mutuelles, surtout sur le plan humain. Nous devons favoriser les pistes, les stratégies qui favorisent le rapprochement de nos cultures. D'une manière plus précise, je voudrais demander à notre institution de mettre en place une politique volontariste en matière d'échanges sportifs, éducatifs et culturels. Je prendrai l'exemple du football qui avait participé à la Coupe d'Afrique, mais qui s'est arrêté faute de moyens. Pendant une dizaine d'années, la Coupe d'Afrique a permis à la Réunion de vivre une aventure sportive et humaine exceptionnelle. En effet, ces confrontations sportives ont permis de découvrir des pays, des cultures, et les échanges ont dépassé l'aspect sportif. Je souhaiterais, Monsieur le Président, mes chers collègues, que la région mette en place les moyens financiers pour relancer cette Coupe d'Afrique. Bien entendu, l'ouverture sur l'Afrique et sur l'océan Indien ne peut pas se limiter au seul football et qu'il conviendrait d'avoir une politique généreuse dans ce domaine. Je suis persuadé que si nous développons et amplifions les échanges dans les secteurs éducatifs, sportifs et culturels, cela va participer à l'émergence d'une véritable culture de coopération régionale qui pourra servir à la stratégie du développement des échanges économiques et non le contraire. Il ne faut pas être frileux et rester dans les généralités, mais vraiment mettre les moyens pour viser ces objectifs. Je ne demande pas une continuité territoriale entre la Réunion et ces pays, mais une enveloppe financière à la hauteur de ces enjeux. Voilà pour le premier volet. Au deuxième volet, Monsieur le Président, compte tenu de l'importance du chantier de la route du littoral qui intéresse tous les Réunionnais, il est bien évident que la région sera amenée à faire des choix en matière d'investissement. Sur ce plan, il y a des priorités importantes à prendre en compte pour l'aménagement du territoire. Je cite notamment en matière de route l'aménagement de la route nationale 3. En effet, compte tenu des conséquences en matière de circulation de la route du littoral lors des épisodes pluvieux ou autres, il conviendrait de faire des aménagements de la route entre Tampon et Saint-Benoît afin de permettre de faciliter la circulation sur cet itinéraire alternatif. Je cite également la poursuite de l'investissement de l'aéroport de Pierrefonds avec la perspective de l'allongement de la piste. J'ai déjà, dans cet hémicycle, rappelé le rôle de l'aéroport de Pierrefonds comme moteur indiscutable du développement économique du Sud. Au moment où nos efforts conjugués permettent à Pierrefonds de retrouver un certain dynamisme, des décisions doivent être prises à tous les niveaux pour être cohérents avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous en avons l'exemple avec la compagnie comorienne Interrail qui veut ouvrir une liaison sur Pierrefonds. Nous devons soutenir ce projet afin que cette compagnie puisse avoir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes. Je cite également le projet du parc des loisirs de la Plaine des Caves qui est maintenant dans sa phase plus opérationnelle avec le choix de la maîtrise d'œuvre qui a été fait. Nous comptons fortement sur l'accompagnement financier de la région qui attache une importance particulière au développement économique et bien entendu au développement des produits touristiques. Le parc des loisirs de la Plaine des Caves est l'exemple même d'un projet ambitieux qui entre totalement dans le développement économique et touristique. À l'approche de la période cyclonique, le problème de l'endiguement des ravines doit être une priorité également. Les communes de Saint-Pierre du Tampon ayant adopté le PAPI sur le territoire, des crédits du FEDER concernant cette mesure doivent être mobilisés. Enfin, en ce qui concerne l'équipement énergétique de la Réunion, il y a unanimité pour atteindre l'autonomie énergétique. Toutes les technologies liées au développement durable sont à prendre en compte. C'est dans cette perspective que je souhaite, Monsieur le Président, mes chers collègues, que la géothermie doit faire l'objet d'une option sérieuse. Et je souhaite également que les recherches dans ce domaine ne se limitent pas uniquement à Salazie, à Sillaos, mais également à la Plaine des Sables. Or, j'ai l'impression que la géothermie ne semble pas être intégrée dans la politique
de la région en matière de développement durable. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Waro, de votre intervention. Monsieur Bernard Picardo, qui demandait la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais, on parle beaucoup de chiffres, donc je voudrais aussi donner les bons chiffres. Il a été tout à l'heure dit par Madame Nabeneza que la région donnait à la Chambre de métier 2 millions d'euros. Je voudrais tout d'abord dire que ce n'est pas 2 millions d'euros, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. On peut multiplier ce chiffre par 3 ou 4. Mais je voudrais aussi dire que ce n'est pas donné. Il y a la Chambre de métier aujourd'hui a un rôle important en termes d'accompagnement économique et de la formation professionnelle. Et donc ces millions que la région finance à la Chambre de métier, c'est pour faire un travail. Et ce travail aujourd'hui, c'est pour accompagner plus de 15 000 entreprises dans le secteur de l'artisanat, accompagnement économique bien entendu, dans la vie de tous les jours. C'est pour former plus de 2500 jeunes aujourd'hui en termes d'apprentissage. C'est vraiment pour vous dire que lorsque aujourd'hui la collectivité nous accompagne, c'est parce que nous faisons un travail. Et ce travail, c'est bien entendu au développement économique pour qu'effectivement il y ait plus de création d'entreprises et qu'il y ait moins de radiation. Donc je voudrais vous rassurer, le montant est beaucoup plus important que ça, mais c'est vraiment un travail qui est accompli par la Chambre de métier. Merci. Très bien, merci beaucoup. Madame Nathalie Noël-Cadet. Ensuite, il y a Madame... Je vous en prie, chère collègue, pardon. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Je voulais intervenir, Monsieur Cadet, sur vos propos. Donc, je tenais effectivement à souligner l'effet de notre collaboration lors des commissions sectorielles. Et j'en suis ravie que dans notre commission, nous puissions enfin arriver à une collaboration et à des échanges qui sont plutôt dans le sens du positif par rapport à votre intervention. Et sur l'idée que vous avez soulevée sur les déchets, de souligner effectivement que l'effort sera mis en 2017 et nous en avions déjà discuté lors de nos commissions sur le retraitement des déchets, puisque vous savez comme moi l'importance qu'il y a d'élaborer ce plan régional de retraitement des déchets et comme vous l'avez indiqué, il ne s'agit pas de revenir sur des débats en fait futiles par rapport aux solutions, mais de vraiment penser ensemble justement à cette solution sur les 3 R, et qu'il s'agit effectivement de réduire à la source autour de l'économie circulaire. Donc c'est bien sur ce point important que nous vous invitons aussi lors de notre commission à pouvoir échanger et à nous apporter aussi des solutions de manière à ce que nous soyons constructifs et dans l'urgence de l'élaboration de ce plan. Très bien, merci beaucoup. Madame Ronfaïn qui a demandé la parole, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Mon intervention sera relativement rapide. Je me rappelle que l'année dernière, lorsque vous aviez présenté le budget 2016, vous nous aviez parlé d'un nouveau modèle de développement. Je vous ai posé la question de savoir quel était ce nouveau modèle de développement. J'essaye de comprendre aujourd'hui, avec quelques éléments dont on dispose, quelle est véritablement la vision que vous avez pour l'avenir. J'entends que effectivement la nouvelle route du littoral est un élément structurant, certes. J'entends également que vous participez à un plan de formation important, certes. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que vous envisagez véritablement de transformer les piliers de notre développement à La Réunion. Ma première question est la suivante. En matière de recherche, je vois que vous avez signalé dans vos différents rapports que vous entendez mettre en place une gouvernance spécifique pour l'innovation et la recherche. Donc, comment sera constituée cette gouvernance, avec quels acteurs du territoire? J'ai vu également dans la presse que vous vous étiez engagé en faveur de la lutte contre le diabète. Je vous en félicite. Je voudrais par contre vous demander si vous comptez aussi associer l'ensemble des acteurs, non seulement la Mutualité de La Réunion,
mais aussi l'ensemble des autres acteurs à La Réunion qui participent à cette formidable lutte, dont les instances de recherche, dont également le CHU, dont également les hôpitaux, enfin les acteurs de terrain qui, eux, vont s'intéresser au jour le jour à cette problématique. Et je souhaite ardemment que vous puissiez nous associer. Je parle de cela parce que moi-même, effectivement, je suis très engagée dans ce secteur et jusqu'à présent, j'attends d'être sollicitée pour vous proposer des choses. En matière de recherche, j'ai effectivement sollicité votre vice-président, M. Lorion, pour que nous puissions discuter de ces objectifs de recherche pour la médecine de demain. La médecine de demain, c'est la médecine personnalisée. La médecine de demain, c'est la médecine génomique. Aujourd'hui, nous n'avons pas commencé à mettre un pas ici à La Réunion sur cette médecine génomique. Ceci étant, Marisol Touraine a proposé 12 plateformes de génomique sur la France entière. Et ce que l'on souhaitait, c'est pouvoir proposer un plan de rattrapage là-dessus, c'est-à-dire d'abord former ici tous nos acteurs de la santé pour utiliser la plateforme génomique, s'associer à des acteurs du développement d'autres territoires de la métropole et ensuite pouvoir effectivement progresser dans ce domaine-là. Pour ce qui concerne également, c'est aussi une demande que j'avais faite la dernière fois, bon, mais je suis patiente. J'avais demandé que vous nous transmettiez, si c'était possible, votre trajectoire d'équilibre renouvelée. Parce que ce que vous m'aviez dit, c'est qu'effectivement, ça devait l'être pour 2017. Vous n'aviez pas eu encore la possibilité de le faire. Or, je suis toujours dans l'attente, parce que dans ce rapport, il ne me semble pas l'avoir vu, à moins que je n'ai pas vu tous les éléments, ce qui est aussi possible. Si c'était, voilà, c'est un élément fort, parce que vous savez bien que la région a vraiment ce rôle qui est fantastique, qui est de pouvoir prévoir l'avenir. Et donc, à ce titre, nous, en tant qu'élus de l'opposition, nous souhaiterions également pouvoir proposer des choses. Et nous souhaiterions pouvoir être entendus sur certains aspects, sur certaines propositions que nous avons. Et à ce titre-là, je le dis vraiment de manière très très simple, nous n'avons pas toujours la possibilité de nous faire entendre. Nous n'avons pas la possibilité, malheureusement, nous n'avons pas vu jusqu'à présent qu'une seule de nos propositions était retenue. Donc, encore une fois, je vous renouvelle cette proposition de nous entendre mieux que cela sur les propositions que nous avons à faire. Parce que nous aussi, nous sommes des acteurs de terrain. Nous aussi, nous savons parfaitement lire quelles sont les priorités de demain. Et nous avons aussi beaucoup réfléchi à cela. Donc, encore une fois, que nous soyons entendus. Sur la trajectoire d'équilibre, j'ai également lu dans l'excellent rapport qu'a rendu le Césaire, dont je remercie le Président, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous manquent aujourd'hui pour avoir une meilleure vision de l'avenir et de manière pluriannuelle. Donc le PPI que vous nous présentez aujourd'hui, il est peut-être intéressant, je ne mettrai pas en doute le savoir-faire de vos équipes administratives. Ceci étant, en tant qu'élu, ne participant pas véritablement aux travaux, très peu du moins, de vos différents services, je dirais, je n'oserais pas non plus le demander, mais nous avons besoin d'un peu plus d'explications. Nous avons besoin d'un peu plus de pédagogie dans la lecture de votre PPI. Et pour cela, Monsieur le Président, je solliciterai donc que vous puissiez nous inviter un jour avec vos services pour essayer de comprendre comment vous élaborez, sans vouloir mettre en doute votre probité. Ceci étant, moi j'aime bien comprendre ce que je vote. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais un plaidoyer en la faveur d'une plus grande association à vos travaux et donc forcément d'une plus grande transparence. Merci. Très bien, merci, chers collègues. Monsieur David Lorion, pardon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste intervenir sur un domaine particulier qui est celui de l'enseignement et notamment l'enseignement supérieur. Ma collègue Nathalie Bassire et mon collègue Louis-Bertrand Gondin sont intervenus aussi sur le domaine de la formation et vont certainement compléter mes propos. Je voudrais d'abord juste commencer par
une citation de Talleyrand qui disait que tout ce qui est excessif est un peu insignifiant, et donc il faut faire attention dans ce domaine-là de ne pas être excessif. Sur le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de manière générale, il y a au cours de ce mandat un certain nombre de réalisations qui méritent en fait d'être soulignées. La première réalisation, ce sont des constructions de lycées. Alors je ne développerai pas parce que je l'ai déjà fait dans d'autres assemblées plénières, mais on va livrer à la rentrée de 2017 notamment un lycée qui est tourné vers le numérique et le digital, qui est le lycée de Bois-Neuf, donc à Saint-Denis, et qui est un lycée remarquable, d'une part de par sa conception, mais aussi de par son orientation. Et au cours du mandat, nous allons livrer donc 2 autres lycées à la Petite-Île, un lycée qui est tourné vers l'hôtellerie et la restauration, et un autre vers la mer, donc dans l'ouest. Deuxième axe de construction est la rénovation, notamment, et de manière générale, l'entretien de l'ensemble des établissements de l'île qui arrivent dans une situation de vieillissement, parfois avancée pour certains d'entre eux. Et je vous invite à regarder, notamment dans le rapport sectoriel que vous avez, le tableau qui se trouve à la page 19, les travaux qui poursuivront sur les établissements. Et si vous comptez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 établissements concernant des réhabilitations lourdes. Et pour les établissements qui suivront et qui seront mis en chantier en 2017, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 établissements qui sont mis en chantier. C'est autant de chantiers qui sont des chantiers d'importance, puisqu'en moyenne, ce sont des coûts d'opération qui sont entre 2, 7 ou 10 millions d'euros quelquefois, et qui sont évidemment pour notre économie, mais aussi pour le confort des étudiants, le confort des équipes pédagogiques, et de tous ceux évidemment qui travaillent dans ces lycées, quelque chose d'important et qui a été entrepris depuis la première mandature et qui se poursuit aujourd'hui. Et je voudrais remercier vraiment les équipes techniques qui travaillent dessus, parce que faire des travaux aussi importants, travaux notamment d'accessibilité, de confort thermique, de restauration scolaire dans des milieux qui sont occupés, c'est quelque chose qui est parfois remarquable, et on ne souligne pas assez la difficulté qu'on peut avoir notamment de réhabiliter ces équipements, ces établissements scolaires publics dans des milieux occupés avec des problèmes de sécurité, des problèmes de timing, des problèmes d'examen, des problèmes de cours, de bruit. Voilà, ce sont des choses qui souvent sont mentionnées juste au moment où il y a une difficulté, un problème, alors que toute l'année, pendant toutes les périodes, même les périodes de cours, ces travaux continuent à se faire. Je voudrais ensuite vous signaler que concernant l'enseignement supérieur notamment, il y a des établissements, notamment 2 établissements importants qui vont se faire, puisque les permis de construire et l'ensemble des études techniques ont été engagés. D'une part, tout ce qui concerne la construction des IUT et l'école d'ingénieurs, dont les travaux vont commencer en 2018, mais les études vont terminer en 2017, et aussi la construction de la faculté de médecine, dont les travaux vont se poursuivre en 2017. Les études vont se poursuivre en 2017 et les travaux vont se poursuivre en 2020. Je voudrais vous signaler aussi qu'il y a des travaux importants qui ont été faits sur les cantines scolaires, et d'une manière générale, l'organisation de toute la restauration scolaire se fait aussi avec les filières locales, concernant notamment la production locale, et on voit bien toute la relation qu'il peut y avoir entre le monde de l'entreprise, le monde économique, et notre rôle de collectivité, qui est un groupement de commandes notamment, et sur lequel nous avons voulu montrer combien il était important que les producteurs, par exemple dans le domaine de la volaille ou dans le domaine des produits du lait, peuvent être complémentaires et bien souder une politique de production, d'achat, une politique de consommation dans les établissements, et ça se fait en lien avec le conseil départemental pour que nous puissions être exemplaires dans ce domaine notamment, et essayer dans l'année qui vient, l'année 2017, faire une commande où 100% des volailles qui seront consommées dans nos établissements seront par exemple des volailles pays. Et ce sont ce genre de choses qui permettent à quelquefois de souder et de montrer une certaine solidarité entre l'ensemble des acteurs économiques. D'autre part, je voudrais attirer votre attention que
Concernant les étudiants, cette fois-ci du supérieur à La Réunion, il y a un certain nombre de dispositifs qui n'existent pas dans d'autres régions métropolitaines, notamment des bourses régionales de la Rive-Sud concernant les inscriptions des étudiants en première année et qui sont des dispositifs qui n'existent pas toujours à la même hauteur dans d'autres régions. Il existe ensuite des allocations de recherche de doctorat qui là aussi vont très certainement être transformés puisqu'ils sont à une hauteur déjà de 1 800 € par mois. Les étudiants qui sont demandeurs touchent 1 800 € par mois sur 2 ans et renouvelables une année. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions métropolitaines et on va sans doute essayer de changer les statuts pour que les étudiants ne soient plus seulement subventionnés mais qu'ils soient financés par un salaire, ce qui leur donnera évidemment le droit d'être ensuite, de toucher les ACEDIC par la suite. Il y a des allocations postdoctorales qui sont des aides en fait pour ces étudiants pour qu'ils puissent évidemment continuer les études après leur thèse. On va modifier les appels à projets recherche qui ont été signés dès 2015 et qui concernent l'ensemble des domaines de recherche en 4 thématiques.